Alors, voilà l'enregistrement et nous démarrons. Alors, donc vous voyez ma présentation. Donc dans un premier temps, donc 45 minutes, où nous allons vous présenter déjà le pourquoi de ce partenariat et pourquoi avoir proposé aujourd'hui une page ressources et un webinaire concernant l'activité partielle rebond. Après un temps donc de présentation du dispositif par mes collègues de l'ADRETS. Ensuite, nous verrons quelques repères sur la négociation collective en TPE et PME avec de nouvelles règles de négociation depuis 2017. Et également, nous vous donnerons quelques repères sur l'organisation du travail à mettre en place pendant cette période d'activité. Nous vous présenterons également en fin de présentation donc des ressources, donc une page ressources qui a été mise en ligne sur le site de l'ARACT PACA qui vient compiler un certain nombre d'informations et d'outils méthodologiques pour appuyer les entreprises et également les pages ressources de nos partenaires. Donc, le pourquoi de ce projet et pourquoi nous nous sommes inscrits en partenariat avec l'ADRETS. Donc, l'ARACT PACA, c'est donc la direction régionale de l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail et donc créé il y a une cinquantaine d'années maintenant et dont la mission principale, c'est de mener des actions pour améliorer les conditions de travail et la performance économique et sociale des organisations dans un cadre paritaire, puisque l'ANACT a elle-même une gouvernance paritaire. À son conseil d'administration siègent donc l'État, mais également les représentants des organisations syndicales et des organisations patronales. Et donc le siège de l'ANACT est à Lyon. Et l'ANACT est représenté en région, donc par 16 directions régionales qui nous permettent de mener des projets au plus proche du terrain et des besoins économiques et des contextes sociaux des territoires. Notre mission, c'est d'expérimenter des projets d'accompagnement à l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail, mais également sur le dialogue social. Donc, dialogue social comme levier d'amélioration des conditions de travail dans un cadre paritaire et sur le développement des compétences. Ces expérimentations sont capitalisées dans un certain nombre de guides méthodologiques, d'outils méthodologiques que vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'ANACT. Et ce sont bien ces outils aujourd'hui que nous avons compilés aussi pour accompagner au mieux la mise en place du dispositif d'APLD rebond. Donc pour l'Aracte PACA, nous sommes situés à Aix-les-Milles. Nous sommes une équipe de 10 personnes, dont 6 chargés de mission qui rayonnons sur toute la région PACA. Nos méthodes d'intervention, donc c'est l'intervention en entreprise dans un but de capitalisation, mais également la diffusion de méthodes et outils, et notamment par la formation. Donc nous proposons également un catalogue de formation. Et nous animons des réseaux de partenaires professionnels, donc consultants, partenaires institutionnels, autour de l'actualité de la QVCT et de l'amélioration des conditions de travail. Voilà, Jean-Michel, je vous passe la parole. Merci Caroline. Donc bonjour à tous. Je suis Jean-Michel Perret-Bory. Je suis chargé de mission mutation économique à la DRETS PACA et en charge du pilotage régional de l'activité partielle. Alors pour rappel, la DRETS PACA, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et elle travaille conjointement avec l'ensemble des directions départementales. La DRETS pilote, anime, coordonne les politiques publiques qui lui sont confiées pour l'ensemble du territoire régional. Et les dettes mettent en œuvre ces politiques publiques au plus proche des usagers et sont compétentes en matière de travail, d'entreprise, d'emploi et de cohésion sociale, forcément également. Voilà. Donc, en l'occurrence, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer un nouveau dispositif de soutien aux entreprises en difficulté. Et il nous semblait judicieux de faire un point sur le contexte économique dans notre région. Alors bon, ça peut faire peur tous ces chiffres, mais voilà, je vais juste commenter un petit peu. Donc, nous vous présentons dans cette diapositive
un tableau des défaillances d'entreprises de la région, ainsi qu'un graphique représentant leur évolution trimestrielle depuis 2015 jusqu'à la fin du troisième trimestre 2025. Au niveau du tableau, à la fin du troisième trimestre 2025, le cumul sur un an du nombre de défaillances d'entreprises représentait 65 860 établissements sur le territoire national et 6 455 entreprises dans notre région. Alors, si on observe dans le détail les départements, on constate que les départements littoraux représentent un volume de plus de 83% des défaillances d'entreprises, ce qui correspond également aussi au tissu économique, et que les autres départements résistent moins bien. En revanche, si on regarde les variations annuelles entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025. Euh, et enfin, le volume régional des défaillances d'entreprises se situe en région PACA quand même autour de 10% par rapport au national. Donc, on a aussi un certain nombre de sièges en région. Et si on observe le graphique, on voit bien comment les mesures mises en place lors de la crise sanitaire ont fait baisser les défaillances d'entreprises, un petit peu artificiellement. Mais on voit aussi qu'elles remontent aujourd'hui au niveau de 2015. Et on remarque également que les données régionales suivent la tendance nationale, mais commencent à ralentir par rapport à la progression nationale à partir du troisième trimestre 2024. Alors, sur la diapositive suivante, nous avons des données annualisées. On avait de trimestre à trimestre sur la précédente. Donc, on a des données annualisées réparties par département et par secteur. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en 2023, les défaillances d'entreprises augmentent de plus de 33% par rapport à 2022 et en 2024, elles augmentent de 15% par rapport à 2023. Et on observe déjà que les défaillances d'entreprises augmentent moins fortement en région par rapport au national. En revanche, par ailleurs, plutôt au niveau de la répartition des secteurs, les secteurs de la construction, du commerce et de l'hébergement-restauration sont les plus concernés par les défaillances d'entreprises. Un secteur en difficulté comme la construction entraîne une difficulté sur un ensemble de métiers. Tous les métiers connexes, notaires, les agences immobilières, location de matériel, les matériaux de construction. Et on retrouve une partie des défaillances de la construction également dans les activités de service. L'industrie résiste bien en région, pardon, et plutôt mieux par rapport au national, mais elle est très largement soutenue également depuis la crise sanitaire dans notre région. Sur la prochaine diapositive, donc on a un tableau issu de données Banque de France et on peut voir les défaillances d'entreprises au niveau régional réparties selon les tailles d'entreprise. Le mois de septembre et d'octobre 2025 sont comparés avec ceux de 2024 et aussi avec certaines colonnes avec la moyenne 2010-2019. À partir de ces éléments, on peut voir que les micro-entreprises représentent l'énorme majorité des défaillances en volume et peut-être ce qui pourrait expliquer qu'on ne retrouve pas forcément ces contre-performances dans les chiffres du chômage. Les ETI et les grandes entreprises résistent plutôt bien, puisqu'on observe une diminution des défaillances entre 2024 et 2025 pour les mois de septembre et d'octobre 2025. En revanche, les très petites entreprises et moyennes entreprises sont les types de structures qui subissent la plus forte progression de défaillance. Alors, sur la diapositive suivante, je vous présente un petit peu l'état de consommation de la PLD rebond. Alors, dans le contexte économique fragile a conduit le gouvernement à compléter les outils de l'activité partielle traditionnelle par un nouveau dispositif temporaire baptisé activité partielle longue durée rebond, qui permet de bénéficier de l'activité partielle sur une durée plus longue et avec un taux meilleur. L'activité partielle, c'est déjà un outil qui est au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques et qui permet à l'employeur affecté par des difficultés temporaires et exceptionnelles de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération des salariés. Il permet de répondre à deux objectifs: prévenir les licenciements économiques par le maintien dans l'emploi des salariés concernés et maintenir les compétences par la formation professionnelle. Donc, ce tableau permet de suivre le nombre de demandes d'activité partielle longue durée
rebond région par région. Et on peut voir que ce dispositif ne décolle pas en PACA, puisque en bas de tableau, vous voyez que PACA représente seulement 3% des demandes par rapport au national, ce qui correspond à 18 demandes validées en région pour 548 au niveau national. Et c'est pas présent dans ce tableau-là, mais on sait que le secteur de l'industrie, et en particulier la manufacture automobile, ainsi que la construction, constituent les principaux secteurs depuis le démarrage du dispositif. Sur la slide suivante, on constate que seulement 3 départements ont eu recours à l'APL des rebonds, avec une forte dominante des Bouches-du-Rhône. Et on constate également que si la majorité des demandes sont faites par des TPE, le volume d'heures demandées l'est essentiellement par des PME de plus de 50 ETP. Mais bon, c'est pas très représentatif vu la faible participation, les faibles demandes qu'on a eues en région. Nous savons de fait que par expérience, avec l'ancien dispositif d'activité partielle longue durée, la négociation collective pour la mise en place d'un accord d'entreprise ou d'un document unilatéral de l'employeur avait constitué un frein important pour les TPE-PME de moins de 50 salariés. Et, là, nous avons un dispositif qui évolue de manière exponentielle, avec aussi de plus en plus d'accords de branche étendus qui sont validés et qui sont en train d'être signés et qui pourraient faciliter l'accès à ce dispositif dont les modalités vont vous être présentées. Alors, c'est bien parce que nous pressentons que les TPE-PME ont besoin d'accompagnement que nous avons imaginé avec la RACT ce webinaire afin de rendre plus accessible la PL des rebonds et en essayant de le présenter le plus simplement possible et dans les grandes lignes, et puis accompagné d'un outillage qui est proposé dans le cadre du projet. Donc, je passe désormais la parole à Virginie Parent, qui est sur la dette des Alpes de Haute-Provence et qui va vous présenter le dispositif de la PL des rebonds. Merci Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la présentation de la PLD rebond, alors activité partielle, longue durée rebond, je vais sûrement parler d'APLDR, excusez-moi par avance, mais ce sera effectivement l'intitulé du dispositif. Le contexte, Jean-Michel l'a évoqué, en fait, il est issu à la fois d'une extinction progressive du dispositif précédent qui était l'activité partielle de longue durée et la dégradation de la conjoncture économique. On a évoqué les défaillances d'entreprises, mais effectivement, c'est un contexte qui a favorisé la loi de finances pour 2025 qui évoque en fait ce dispositif, ce nouveau dispositif. Donc, il a été défini par le décret du 14 avril 2025. Donc, il reprend tous les paramètres et les modalités d'application de ce dispositif. En fait, la volonté du législateur, c'était vraiment de soutenir les entreprises qui sont confrontées à des difficultés durables, mais sans pour autant être de nature à compromettre la pérennité de la structure. Et en même temps, on avait une volonté, en soutenant ces entreprises en difficulté, de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés. Donc le principe en fait, c'est que l'État soutient financièrement les entreprises. Donc j'alerte sur le fait que c'est pas une subvention, c'est une prise en charge partielle du salaire chargé des salariés. Et en contrepartie, l'employeur reverse une indemnité à son salarié. Donc il n'est pas payé à 100%. On le verra après, il y aura un tableau qui définira les participations et de l'État et de l'employeur. Voilà, juste là. Donc, en fait, l'État verse 70% du salaire chargé à l'employeur qui reverse, pardon, j'avais dit l'inverse. L'État verse une allocation de 60% à l'employeur qui lui reverse une indemnité de 70% à son salarié qui est placé en chômage partiel.
Si on peut aller à la slide suivante, voilà. Pour cette mise en place du dispositif, il y a des modalités qui sont incontournables. La première, ça consiste en une négociation, qu'elle soit au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ou au niveau de la branche. L'État impose pour la mise en place de ce dispositif qui est une négociation collective. On verra les modalités un peu après. Cette négociation collective, elle passe par la formalisation soit d'un accord d'entreprise, soit d'un document unilatéral. La distinction, elle se fait si il y a eu un accord de branche. Si l'accord de branche est étendu au niveau national, on sera sur un document unilatéral. Et s'il n'y a pas eu d'accord de branche, parce que la branche professionnelle n'a pas négocié d'accord au niveau national, on sera plutôt sur un accord d'entreprise. Quoi qu'il en soit, les mentions obligatoires, on les verra après, seront les mêmes. Que ce soit un document unilatéral ou un accord d'entreprise, on sera sur le même type de contenu obligatoire. Le type de contenu, il passe obligatoirement par un diagnostic économique dit étoffé, c'est-à-dire qu'il explique, il précise le contexte de difficulté de l'entreprise, de la branche, etc. Donc du niveau du document, il précise vraiment les difficultés. Il met en avant que ces difficultés ne sont pas de nature à, à atteindre la pérennité de la structure. Et en même temps, ça indique des perspectives. C'est-à-dire que nous, État, on est convaincus par la lecture de ce diagnostic qu'il y a une reprise d'activité et qu'il y a une stratégie derrière qui doit passer par le chômage partiel, donc par cette activité partielle longue durée et rebond, mais qu'il y a une perspective derrière. Et en contrepartie de cette participation financière à la rétribution, enfin par l'allocation à l'employeur et l'indemnité aux salariés de cette prise en charge du salaire chargé, il y a des engagements qu'on attend de la part de l'entreprise qui adhérera à ce dispositif-là. Les engagements, ils sont en matière d'emploi et en matière de formation professionnelle. On va le développer un peu après. Donc si on peut passer à la slide d'après, voilà, sur les mentions qui sont obligatoires, il y en a certaines qui seront obligatoires et certaines qui seront facultatives. Dans les mentions obligatoires, donc je viens de l'évoquer, il y a impérativement le diagnostic économique. C'est-à-dire que la situation de l'entreprise, elle doit être développée, que ce soit des causes internes ou externes. Ça peut être des causes internes parce qu'on estime que l'entreprise a une mauvaise organisation et on va partir de là pour définir une nouvelle stratégie. Ça peut être des conditions, des motifs externes. Ça peut être la conjoncture, ça peut être le secteur en particulier qui connaît un moment de morosité, ça peut être des clients ou des fournisseurs qui eux-mêmes ont des difficultés. Donc vraiment, il faut que le contexte global de l'entreprise soit défini dans ce diagnostic économique. Et qu'en même temps qu'il y ait d'une part, il y a les difficultés, de l'autre côté, il y a les perspectives. C'est-à-dire qu'on est conscient de ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour avoir une reprise et permettre ce rebond grâce à ce dispositif d'APLD? Soit c'est une diversification d'activités, soit c'est des activités complémentaires, soit c'est un nouveau marché géographique ou matériel. Euh, et étant donné qu'on a ces perspectives, on va forcément mettre en place une montée en compétences des salariés de l'entreprise. Donc, on va définir un plan de développement des compétences. Ce soit la mobilité en lien avec un métier particulier, le métier de demain, ou le marché de demain qui nécessite une appropriation d'une nouvelle machine, que sais-je. Donc, c'est vraiment très large et c'est à la main de l'entreprise, mais par contre, ça doit impérativement être mentionné dans le diagnostic. La durée d'application du dispositif, on a un schéma à la fin de la présentation qui sera plus parlant, mais au maximum, la durée d'application du dispositif doit être de 24 mois. Les entreprises, elles ont jusqu'au 28 février pour déposer une demande. On le verra, le niveau départemental doit se prononcer sur ces documents, donc unilatéral ou l'accord de branche l'accord d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Et sur ce document doit figurer une mention maximale de 24 mois. Et sur cette période de 24 mois continue, il y a une possibilité d'être indemnisé pendant 18 mois. Ça correspond, ces 18 mois d'indemnisation, ça correspond aux périodes pendant lesquelles l'État peut verser une allocation aux entreprises. Le périmètre également doit être indiqué dans le document, donc unilatéral ou l'accord.
et les activités, ça peut être des activités ou des établissements ou des services, mais ça doit être mentionné. Et ça doit être, et on doit aussi comprendre les salariés concernés. Donc, c'est pas une donnée nominative qu'on veut concernant les salariés, mais c'est des types de métiers, un nombre maximal de salariés qui pourraient être concernés. Et quand on parle de non-individualisation, comme c'est mentionné là sur la présentation, c'est-à-dire que je prends un exemple, par exemple, si c'est le service communication qui est concerné par le dispositif d'APLDR et qu'il y a 5 personnes dans le service communication, eh bien, c'est un roulement qui doit être mis en place. C'est pas une seule fois, c'est pas un seul salarié qui doit être concerné dans ce service, c'est l'ensemble des salariés avec un système de roulement. Et sur la durée maximale des 24 mois, donc durée d'application du dispositif, la réduction maximale de l'horaire de travail est de 40% par salarié. Au maximum, on peut aller sur 50%, mais ça, c'est à négocier au niveau des départements, enfin, de vos homologues, de mes homologues du département duquel vous dépendez, parce qu'il faut vraiment justifier une augmentation de 50%. Ça peut être par exemple la fin d'un marché qui arrive pendant la période, par exemple, et que vous avez du mal à anticiper les risques et du coup on pourrait monter à 50%. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment le fruit d'une négociation pour le coup, et avec vos salariés et en même temps avec les services de l'État. Sur les autres mentions obligatoires, donc on l'a dit, c'est vraiment l'esprit de la loi, c'est de sauvegarder les emplois et de maintenir les compétences, voire de les développer. Donc il y a effectivement cet engagement, ce double engagement qui doit être pris et qui doit être formalisé dans le DU, enfin document unilatéral, pardon, ou l'accord. En matière d'emploi, la règle est celle-là, c'est qu'il n'y a pas de licenciement pour motif économique pendant la période de durée d'application du dispositif, donc des 24 mois maximum. Le risque, en fait, pour l'employeur, c'est de devoir rembourser tout ou partie des allocations qui auraient été versées sur cette période si on constate qu'il y a un licenciement pour motif économique. Et en matière de formation professionnelle, là aussi, il faut qu'on ait des engagements écrits. C'est à la fois sur l'information des salariés, les modalités d'information des salariés, sur la façon dont vous mettez en place les formations pendant les périodes chômées, ben, comment vous informez les salariés. Un plan de formation, c'est-à-dire si c'est un secteur particulier, ben, quel type de formation vous mettez en place. Est-ce que ce sont des formations transverses sur la transition numérique, la transition écologique, ou est-ce que ce sont des formations métiers? Et donc là, il faut vraiment qu'on ait un, un- un détail un petit peu de ce qui est envisagé et qui soit en lien avec les perspectives que vous avez évoquées dans le diagnostic. Sur les mentions facultatives, ben, là, on a enfin, l'article 3 du décret ouvre certaines possibilités, mais après, c'est les mentions facultatives. La liste n'est pas exhaustive puisque, par définition, elles sont facultatives et qu'elles sont à la main de la négociation entre vous et les salariés, les représentants des salariés. Donc ça peut être des efforts qui sont demandés aux dirigeants, ça peut être les modalités de prise de congés payés. Est-ce que vous imposez les congés payés aux salariés ou est-ce que c'est une possibilité pour eux de privilégier le congé payé plutôt que la PLDR? Donc ça, c'est vraiment à la main de la négociation entre vous et ces salariés-là et les salariés. Sur la slide précédente, qui vient, pardon, là c'est le processus d'homologation et de validation. Pourquoi les deux? Parce que tout simplement, quand c'est un accord collectif, on parle de validation, et quand c'est un document unilatéral, on parle d'homologation. Le principe, il est que quand il y a pas d'accord de branche, donc on sera sur la partie gauche du schéma que vous avez, on sera sur un accord collectif. C'est-à-dire que la négociation, elle est au niveau soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du groupe, en fonction du périmètre que vous donnez à cet accord collectif. Une fois que vous avez négocié au niveau de votre entreprise, vous formalisez par un accord collectif que vous transmettez à la direction départementale de laquelle vous dépendez. La direction départementale elle a 15 jours pour se prononcer, soit sur une validation, soit sur un refus. La validation, elle sera si vous remplissez toutes les mentions à minima obligatoires et qu'elles sont détaillées de façon suffisamment euh, évidente ou concrète pour nos collègues de l'État. Quand il y a eu un accord de branche, donc au niveau national, et qu'il a été étendu au niveau national, vous pouvez formaliser un document unilatéral.
Document unilatéral, ça consiste en fait à appliquer l'accord de branche étendu, de le reprendre plus ou moins et d'informer le CSE quand il existe. Mais ça, tout ce qui est négociation, je laisserai le soin à Caroline de le préciser tout à l'heure. Et de la même façon, vous le transmettez à la direction départementale dont vous dépendez et qui a cette fois-ci 21 jours pour homologuer ou non le document que vous l'aurez transmis. Là, c'est le schéma que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, la DAD, durée d'application du dispositif, elle est de 24 mois. Alors, parfois, ça apparaît en violet, parfois, ça apparaît en bleu, mais donc, c'est 24 mois. C'est la durée maximale du dispositif, donc soit par le document unilatéral, soit par l'accord que vous nous transmettrez, à transmettre avant le 28 février. Au-delà, ce sera plus possible. Et sur cette période de 24 mois, vous voyez qu'il y a des périodes de 6 mois. Les périodes de 6 mois, c'est les périodes pour lesquelles vous demandez une autorisation. Vous pensez, pendant cette période, donc de maximum en fait 6 mois, vous pensez mettre en place une activité partielle de longue durée rebond. Et donc vous demandez en fait une nouvelle phase, une nouvelle demande pour 6 mois maximum. Soit vous les juxtaposez, ces phases, soit au contraire, vous faites une pause parce qu'au regard de votre activité, vous pensez que sur la période qui va s'écouler de X mois, vous n'en aurez pas besoin. Et cette période en jaune qui apparaît, ça correspond aux 18 mois d'indemnisation, c'est-à-dire que c'est maximum 3 fois 6 mois, mais après, c'est à vous de les gérer comme vous le souhaitez et comme vous pouvez euh, pour avoir cette demande d'indemnisation. À chaque fin de période, il y aura un bilan intermédiaire. Un bilan intermédiaire qui expliquera combien de salariés ont été mis en chômage partiel, quelle stratégie, est-ce que ça correspond toujours à la stratégie, est-ce qu'il y aura eu des formations qui auront été posées pendant cette période-là, etc. Et à la fin de la durée d'application du dispositif des 24 mois, il y aura un bilan final. Et donc, pardon, juste effectivement, juste la période enfin, voilà, sur la période de DAD, donc c'est bien le commentaire qui est en dessous, c'est que la période violette ou bleue, en fonction de comment elle apparaît sur votre écran, donc 24 mois, c'est sur cette base-là qu'on calculera le taux maximal de 40% de chômage partiel par salarié. C'est-à-dire que sur la première phase, par exemple, ben, il y a un salarié, il sera à 100% au chômage, enfin au chômage partiel. Ça veut dire que sur la durée totale, il faudra calculer pour qu'au maximum, il n'ait pas sur les autres périodes de chômage pour pas dépasser le taux maximal des 40% ou 50% si exception accordée par l'État. Et là, sur la slide enfin, qui vient, je vais relaisser la main à Jean-Michel pour les Euh, activités étendues et ceux qui sont en cours de négociation. Merci Virginie pour la présentation. Donc oui, effectivement, là, ce sont aujourd'hui les 12 accords de branche étendus qui sont en vigueur. Vous pouvez retrouver sur le site du ministère du Travail avec les dates d'arrêté. On voit que majoritairement, ils sont sur de l'industrie. Et on a de l'architecture et travail intérimaire et de la métallurgie. Et ensuite, sur la slide suivante, j'ai essayé de vous faire un point sur les prochains accords de branche qui vont être signés. Donc, vous voyez que prochain examen de la sous-commission des conventions et des accords en décembre. Donc, ça veut dire qu'après, normalement, ils sont étendus. Nous avons le notariat, mais qui est le service de l'automobile, les travaux publics, la scierie agricole, les exploitations forestières, le rouissage et le teillage, qui sont aussi liés à l'exploitation forestière et agricole, la maroquinerie, la plasturgie. Il y a un dépôt prévu en janvier pour les remontées mécaniques par le domaine des skis français, qui est en cours de négociation. On a également en cours de négociation le commerce de gros, avec tout ce qui est hypermarché, supermarché, l'économie sociale et solidaire, et les entreprises de travaux et de services agricoles. Euh, donc on s'attend également à une montée des autres secteurs, puisque vous avez vu qu'au début, majoritairement c'était l'industrie et la construction, et encore que la construction avec les travaux publics, ça va certainement augmenter également. Sur la prochaine vignette, voilà, vous aurez les contacts qui vous seront accessibles. Vous avez
l'adresse sur laquelle vous pouvez déposer les demandes d'activité partielle sur ce qu'on appelle nous le SI Apart. Ensuite, vous avez le contact des DETS, donc c'est les adresses des boîtes activité partielle des DETS de chaque département. Et puis vous avez aussi un numéro vert et une adresse de contact pour l'ASP. Et Caroline, sur la prochaine Mm. vignette, va pouvoir vous présenter la page d'accueil que vous avez quand vous arrivez sur le SI Apart. Oui, merci Jean-Michel. Ce qu'on a voulu, c'est effectivement vous donner aussi des repères très pratico-pratiques au-delà voilà, du cadre réglementaire pour, dans cette période maintenant qui est assez restreinte, hein, une fenêtre de 3 mois pour formuler les demandes, accompagner au mieux les entreprises dans cette démarche. Donc voilà, juste une petite présentation de la page d'accueil, donc de la plateforme de dépôt des dossiers avec un espace personnel à créer pour les entreprises qui ne seraient pas encore enregistrées. Donc voilà, tout ça pour peut-être conseiller, recommander d'anticiper la création de ce compte. Et vous avez également un contact hein, avec le service technique en cas de problème de création de compte. Voilà, donc vous avez tout un certain nombre de supports pratiques pour réaliser ces démarches de dépôt. Ce qui nous permet également maintenant de passer peut-être sur la partie donc de négociation collective dans les TPE, PME, puisque vous l'avez dit, la négociation d'un accord d'entreprise peut être un frein justement pour accéder au dispositif et notamment pour les très petites entreprises. Donc, ce qu'on a voulu, c'est peut-être vous donner et redonner quelques repères sur la négociation dans les très petites entreprises puisque depuis les ordonnances travail, notamment hein, du 22 septembre 2017, il y a eu un élargissement des acteurs pouvant négocier dans les TPE, PME, mais également de nouvelles modalités de négociation qui ont été introduites, et notamment par la consultation directe et le référendum. Donc voilà juste effectivement quelques rappels dans les entreprises, quelle que soit leur taille, hein, qui sont pourvues d'un délégué syndical. Donc quand il y a un délégué syndical présent dans l'entreprise, le principe reste que l'accord d'entreprise est négocié avec le délégué syndical, donc seul habilité à mener les négociations qui aboutira donc à un accord majoritaire hein, si les organisations syndicales représentatives ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections du CSE, donc sur un accord majoritaire qui sera donc validé en l'état. En revanche, l'accord sera minoritaire si les organisations syndicales signataires ne représentent que entre 30 et 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections du CSE. Et dans ce cas, cet accord minoritaire nécessitera donc en plus d'être approuvé par les salariés à la majorité simple dans le cadre d'un référendum. Donc là, on est sur le principe de la négociation avec un délégué syndical. Maintenant, les ordonnances travail donc, ont étendu la possibilité de négocier pour les entreprises qui ne sont pas pourvues d'un délégué syndical. Euh, alors, je reviens en arrière. Voilà, notamment donc pour les TPE de moins de 11 salariés, la possibilité de négocier un accord dans le cadre d'une consultation directe donc, ou ce qu'on appelle donc référendum, avec un projet qui est proposé par l'employeur et qui doit être approuvé à la majorité des 2 tiers des salariés. Et on verra sur la slide suivante un petit peu comment organiser ce référendum dans les TPE et PME. Pour les entreprises, donc entre 11 et 20 salariés, donc sans délégué syndical et sans CSE, de la même manière, hein, le recours possible à la consultation directe dans le cadre du référendum ou de négocier avec un salarié mandaté
et de mettre un référendum en place dans un second temps. Pour les entreprises, donc à partir de 11 salariés qui ont un CSE, la possibilité de négocier avec un élu du CSE, hein, donc qu'il soit mandaté ou non. Donc l'accord est négocié et signé avec les représentants du CSE. Et donc, à défaut d'élus mandatés ou à défaut d'élus hein, du CSE souhaitant négocier, il est possible également de mettre en place un référendum pour valider donc un accord qui aura été signé avec des salariés mandatés, donc non issus du CSE. Donc voilà, ce sont des règles un peu complexes qu'on souhaitait juste vous présenter de manière un petit peu schématique. Et toutes ces modalités et règles de négociation, vous pouvez les trouver également dans des guides méthodologiques hein, qui sont proposés sur le site de l'adresse PACA pour effectivement rappeler en tout cas toutes ces modalités de négociation. Mais le message à faire passer, c'est vraiment que dans les TPE et PME, même dépourvus de délégués syndical ou de CSE, il est possible de négocier un accord d'entreprise sur la base de la consultation directe des salariés ou donc du référendum. Et cette consultation directe, bah, elle nécessite effectivement une organisation et l'organisation d'un scrutin avec certaines étapes à mettre en place, hein, notamment bah, la préparation de cette consultation. Donc c'est bien l'employeur hein, qui propose un projet d'accord circonstancié, précis et détaillé. Ce projet d'accord est transmis dans un délai minimum de 15 jours avant la tenue du scrutin, donc 15 jours nécessaires hein, aux salariés pour prendre connaissance des modalités de l'accord proposé et effectivement pouvoir en discuter également en interne. Lors de la transmission de l'accord et du projet d'accord, l'employeur transmet également les modalités d'organisation de la consultation, c'est-à-dire la précision du lieu, de la date, de l'heure de la consultation. La liste également des salariés consultés hein, en fonction du périmètre concerné et les modalités de déroulement de cette consultation, donc de manière aussi très simple. Hein, ça peut se dérouler dans un isoloir avec une urne et des bulletins sur lesquels sont marqués oui/non, avec donc cette question indirecte qui est posée aux salariés. Approuvez-vous le projet d'accord APLDR qui vous a été soumis? Donc ça permet effectivement d'organiser un scrutin qui doit être donc tenu à bulletin secret. C'est un scrutin donc secret et personnel qui se déroule pendant le temps de travail des salariés, en l'absence de l'employeur, et dont les résultats sont transmis à l'issue du scrutin à l'employeur. Et enfin, pour être valide, l'accord doit avoir été donc approuvé à la majorité des 2 tiers des salariés. Un procès verbal doit être établi, hein, donc reprenant bah, effectivement les résultats de ce scrutin. Le procès verbal est diffusé dans l'entreprise par tout moyen à tous les salariés et il est également transmis à l'adresse dans le cadre du dépôt de dossier d'APLDR. Donc voilà des modalités en 3 étapes d'organisation d'une consultation directe ou référendum donc au sein d'une TPE ou PME, donc en l'absence de délégué syndical. Pour ce qui relève de la négociation d'accords pour les entreprises qui sont pourvues, en tout cas, d'un dispositif et d'acteurs de négociation, c'est-à-dire avec un délégué syndical ou des négociateurs mandatés au sein du CSE, on a souhaité vous présenter également peut-être un processus
pour cadrer ces modalités de négociation, hein, et notamment dans un objectif aussi de maîtriser les délais, puisque on voit que là, la fenêtre effectivement de négociation peut être assez courte. L'objectif de ce processus, c'est vraiment de poser les principales étapes d'une négociation d'un accord de qualité. Donc, il s'agit vraiment au démarrage, hein, d'établir un état des lieux de la situation de l'entreprise, que cet état des lieux soit clair, précis et partagé avec les négociateurs, de définir également en amont un calendrier de négociation, également des moyens à mettre en œuvre en termes de temps, hein, et de libération de temps pour cette négociation, pour pouvoir procéder à l'échange d'informations et au dialogue nécessaire à la négociation. Et il s'agit également, on l'a vu, donc peut-être de discuter de différents scénarios d'organisation de cette activité, de cette période d'activité partielle, relatif à la mise en place des formations et relatif à l'organisation de cette activité partielle. Voilà, ces différentes étapes, et en tout cas ces différentes étapes d'état des lieux et peut-être de projection également de l'organisation dans cette période d'activité partielle, partagée dès le départ et préparée dans le cadre de la négociation, vont permettre en tout cas d'élaborer un accord, voilà, qui soit suffisamment clair, précis, pour organiser en tout cas cette période, et un accord et un projet d'accord donc, qui pourra être effectivement signé ou proposé à la validation par consultation des salariés. Et peut-être un point également aussi important dans le cadre des processus de négociation, c'est la mise en place des conditions de suivi de la mise en œuvre de l'accord, c'est-à-dire dès la mise en place donc, de ce comité de négociation, de définir les conditions de suivi de l'accord, la constitution peut-être d'une commission de suivi, la mise en place de rendez-vous réguliers pour élaborer des bilans sur la mise en œuvre de cette activité partielle et pouvoir en rendre compte effectivement au CSE, puisque on va le voir, hein, il y a dans ce cadre de période d'activité partielle une information obligatoire trimestrielle du CSE de la mise en œuvre de cette activité partielle. Et voilà, donc peut-être pour reprendre en tout cas ce qui peut se traduire dans le cadre du processus, hein, de négociation proposé, ce sont voilà, comment on traduit en tout cas en pratique la mise en place de conditions qui permettent de garantir une négociation de qualité. Donc il s'agit bien voilà, de mettre en place des conditions de transparence, de loyauté dans l'accès à l'information, donc par le partage d'un état des lieux et de projection également partagée, hein, entre l'employeur et les salariés. La description claire des engagements pris, donc en matière de maintien de l'emploi et en matière d'engagement pris en matière donc de formation. Il s'agit également, voilà, qu'il y ait une légitimité, en tout cas, des signataires de l'accord, hein, donc l'importance, en tout cas, d'anticiper l'organisation de cette négociation avec des salariés mandatés et justement habilités pour la mener, et de mettre en place un dispositif de suivi, de contrôle des engagements pour pouvoir en rendre compte et informer l'intégralité des salariés de la situation. Et donc, petit rappel sur le rôle également, hein, de vigie du CSE dans cette période, avec des consultations à mettre en place en amont, donc une consultation obligatoire pour la mise en place de l'accord collectif ou du document unilatéral en cas donc d'existence d'un accord de branche étendu. Une consultation, hein, donc accompagnée d'un diagnostic économique et des perspectives de reprise d'activité.
Donc le PV de consultation du CSE hein, doit être joint au dossier de demande de validation et d'homologation qui sera transmis auprès de la DETS. Et également en cours de période d'activité partielle, donc cette information trimestrielle du CSE sur le nombre d'heures réellement chômées, les formations engagées et le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de rythme de travail. Donc voilà en tout cas pour le repère et les repères donnés sur le dialogue social à mettre en place pour préparer et mettre en œuvre cette activité partielle. Et donc pour terminer, hein, on a souhaité également vous donner peut-être quelques repères en matière d'organisation du travail pendant la période d'activité, puisque bah, effectivement, il peut y avoir des impacts bah, en termes de planification du travail. Hein, on l'a vu hein, notamment avec la mise en le respect du principe de non-individualisation de l'activité partielle, qui va nécessiter de mettre en place des plannings spécifiques pour les salariés concernés par l'activité partielle, l'organisation donc du temps de travail. Voilà, nous on recommande vraiment toujours que toute cette organisation se fasse de manière concertée avec une information donc la plus en amont possible des salariés pour qu'il puisse également y avoir une organisation personnelle des contraintes des salariés dans ce cadre un petit peu particulier. Il s'agit également, dans le cadre de cette organisation du travail, d'intégrer les périodes de formation. Donc, dans le cadre de l'obligation de mise en place des formations, hein, avec ces périodes de formation qui sont notamment rémunérées donc à 100% pour les salariés. Donc, comment on articule les périodes de temps de travail et les temps de formation. Et enfin, dernier point de vigilance qu'on souhaitait vous partager, c'est peut-être aussi ce point de vigilance sur la prévention des risques psychosociaux, puisque nous sommes en tout cas dans le cadre de l'activité partielle, dans une période où certains facteurs, en tout cas de risques psychosociaux, peuvent être accrus. On pense notamment à l'insécurité de la situation de travail voilà, qui en tout cas pourrait être un facteur de risque psychosocial et également la régulation de la charge de travail, puisque dans le cadre de cette organisation de l'activité partielle, il sera également important de s'assurer de la bonne régulation sur ces périodes de réorganisation des plannings. Donc, pour cela, nous, ce qu'on va préconiser, c'est forcément le dialogue et la mise en place d'une organisation de manière concertée. Et notamment, peut-être, voilà, c'est une préconisation, mais non une obligation, de mettre en place des entretiens individuels avec les salariés concernés par l'activité partielle pour effectivement leur présenter, leur expliquer le dispositif mis en place, recueillir les besoins spécifiques en matière d'organisation, de formation et pouvoir mettre en place hein, les actions spécifiques et leur suivi de manière totalement transparente et dans le dialogue. Et donc voilà, donc peut-être voilà ce rappel hein, sur les facteurs de risque psychosociaux dont on voit que l'intensité, le temps de travail et l'insécurité de la situation de travail sont bien des facteurs à prendre en compte dans ce cadre un peu particulier. Voilà, nous avons fini sur la présentation, le partage des éléments que nous souhaitions bah, partager avec vous hein, pour la mise en place, en tout cas, de ce dispositif d'APL des rebonds. Peut-être avant de passer aux questions et réponses, vous présenter rapidement les ressources qui accompagnant ce webinaire seront également à disposition et ont été mises en ligne. Donc, une page ressources dédiée à la PLDR a été réalisée par bah, ma collègue hein, Ingrid Attal de la RACT PACA dans le cadre de ce projet. Donc, une page ressources qui vient compiler
différents guides méthodologiques, différents contacts et différents liens vers les sites et notamment du ministère du Travail qui a partagé également un kit pour accompagner les entreprises et préparer ce dossier. Donc un kit qui comporte une trame d'accord d'entreprise, donc qui reprend les différentes modalités obligatoires à négocier, et également une trame de bilan d'activité qui peut également être utilisée dans le cadre de la préparation du dossier. Donc voilà un certain nombre de contacts également qui peuvent accompagner les entreprises dans le cadre de la mise en place de la PLD rebond ou pour les informer sur d'autres dispositifs de prévention des difficultés des entreprises. Je pense notamment au centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises qui sont présents en région et qui peuvent également informer les entreprises sur les différentes possibilités d'accompagnement. Donc voilà des ressources que vous allez retrouver sur la page de l'ARACT PACA. Également des guides méthodologiques d'accompagnement à la négociation, d'accompagnement à la régulation et l'évaluation de la charge de travail et sur le maintien en emploi. Donc tout ceci a été compilé donc, et mis en ligne pour outiller les entreprises. Et voilà donc les différents liens que nous avons souhaité préciser. Et donc nous vous enverrons aux participants le support de cette présentation à l'issue du webinaire. Donc vous retrouverez tout ceci sur le support. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et peut-être y a-t-il des questions et souhaitez-vous voilà, poser des questions en direct. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y a eu beaucoup de questions, oui. Oui. S'il vous plaît, je peux commencer. Éventuellement, Patrick Julien, je suis le responsable du pôle relations sociales de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, je vous remercie d'avoir noté d'ailleurs le secteur de l'économie sociale et solidaire en cours de négociation. C'est bien le cas. Nous allons effectivement déposer un accord. Il ne concernera qu'un seul secteur, qui est le tourisme social et familial, faute de majorité d'engagement pour les autres secteurs, malheureusement. J'avais trois petites questions. La première sur l'interdiction du licenciement économique. Aujourd'hui, il est très clair dans les textes, pour moi du moins, que si jamais on licencie pour motif économique, on peut être contraint de rembourser les aides. Il est écrit toutefois que ça peut se négocier éventuellement avec l'administration concernée. Moi, ma question pour le conseil à nos adhérents, c'est plutôt en termes de risque prud'homal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'employeur qui dépose un accord, on va dire, se voit contraint de licencier pour motif économique une personne qu'il avait mis dans le champ d'application. Est-ce que, selon vous, ce salarié pourrait se retourner contre son employeur en indiquant qu'il a été licencié pour motif sans cause réelle et sérieuse, finalement, malgré toutes les difficultés économiques, puisque un accord engageait l'entreprise à ne pas licencier? Voilà ma première question. Ma deuxième question, là-dedans, je vous remercie pour votre support là, sur les 15 jours de délai, notamment nécessaires à la présentation du projet aux salariés. Mais est-ce que vous pensez que du coup, en 3 semaines, finalement, une entreprise, entre l'information des salariés, les 15 jours de délai, etc., peut boucler une négociation de ce type? Vous avez déjà, voilà, si vous avez déjà des expériences, parce que là, nous, on va devoir, comment dire, conseiller nos adhérents, et j'ai l'impression qu'en 3 semaines, ça reste assez théorique, finalement, cette capacité de boucler une négociation, même si on a un accord type, bien évidemment.
qu'on va présenter à nos adhérents. Voilà, bon, c'était mes deux principales questions. Merci déjà. Merci à vous. Alors, sur la partie du risque prud'homal par rapport au fait qu'il y ait un accord sur une aide, je ne sais pas si on n'a pas eu, je crois pas avoir eu de cas de figure. Je ne sais pas si Virginie, tu as rencontré ce cas de figure. Dès, dès- Euh, dès lors qu'il y a un licenciement pour motif, enfin, dès lors qu'il y a un licenciement, de toute façon, rien n'empêchera le salarié d'aller au prud'homme. oui, Donc, qu'il y ait un dispositif ou pas. Alors, nous, sur cet aspect-là, enfin, nous, DETS, direction départementale, on ne sera pas, et DRETS, sous ton contrôle, Jean-Michel, on sera pas partie prenante dans ce conflit-là, dans ce conflit juridique. En revanche, ce que l'employeur risque effectivement, c'est d'avoir un remboursement partiel ou total à faire au regard des montants d'APLDR, enfin, au montant des allocations qui auraient été fournies, enfin, qui auraient été versées dans le cadre de l'APLDR. mais je pense pas qu'il y ait un risque accru prud'homal du fait d'un accord. Au contraire, à la limite, vous pouvez aussi dire, vous avez mis en place un dispositif pour éviter les licenciements économiques. Et après, malheureusement, il y a la réalité économique qui prend le dessus. Là, c'est le juge qui sera pleinement compétent pour trancher pour le coup au regard des pièces que vous fournirez de part et d'autre. La difficulté aujourd'hui, c'est un peu le vocabulaire, c'est-à-dire que on présente le dispositif ou l'accord comme mettant en place une interdiction de licencier pour motif économique. C'est vraiment ça le problème, cette présentation comme étant une interdiction de licencier. Alors, Faut- on va pas à l'encontre du droit enfin, du code du travail, c'est-à-dire que tout ce qui est licenciement économique, là, on se basera dans l'accord, on se basera. Alors, peut-être que le mot interdiction est fort, mais il est à déconnecter du code du travail dans le sens où, dans l'accord ou dans le DU qui sera validé ou homologué, c'est une interdiction au regard des montants qui sont versés. Donc l'interdiction, elle est par rapport au montant versé. Après, le Code du travail s'applique en matière de licenciement économique. Ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquera. Le fait qu'il y ait un accord ou un DU ne préjugera de rien de ce qui sera dit en instance judiciaire, enfin prud'homale. En revanche, l'État sera fondé à demander un reversement de ce qui a été versé. Je ne sais pas si c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair. Merci Et, beaucoup. et en tout cas, le cas de figure qu'on a le plus fréquemment, c'est à la fin de la période, il peut y avoir des licenciements économiques. On peut en constater. Mais durant la période, effectivement, on est sous le coup de cette interdiction. Et pour votre deuxième question, je me souviens plus C'était exactement. ouais, c'était la question relative au délai de 15 jours. Donc là, on est dans le cadre de la consultation directe ou du référendum. Donc il s'agit bien des entreprises TPE, PME dépourvues de délégué syndical et de CSE. C'est bien l'employeur qui prépare un projet d'accord en amont, donc sur la base de la situation économique et de propositions de mesures de formation à mettre en place. Qui, voilà, dans le cadre de l'information préalable à la validation de l'accord, doit laisser effectivement un délai de 15 jours pour que les salariés puissent en prendre connaissance et échanger. Donc on est bien, c'est pas un délai de 15 jours suite à un processus de négociation. On est bien sur un délai de 15 jours dans le cadre de la consultation directe, donc pour les TPE et PME. Excusez-moi, on est en jour ouvrable, on est en jour, c'est quel calendrier? Alors ça, je vérifierai dans les textes. Si vous le souhaitez, je pourrai vous répondre par écrit. Je veux bien, merci. Donc ça, effectivement, hors DS, hors CSE, j'ai 15 jours, on vérifiera donc de quel type de journée il s'agit. J'ai mon CSE. J'ai un CSE. Qu'est-ce que vous imaginez comme de rétro-planning?
pour les entreprises qui ont un CSE. Parce que du coup, j'invite à une réunion exceptionnelle mon CSE Mhm. avec un ordre du jour unique qui est la mise en place d'un accord APL des robots. Je leur présente l'accord. Comme j'ai pas trop l'habitude de cette négociation avec un CSE, vous avez quelques retours d'expérience sur le délai que ça peut prendre quand on a un CSE? Alors non, pas dans ce cadre-là. Donc là, j'ai pas forcément de retour d'expérience à vous Euh, partager, je pense que le délai malheureusement. doit varier s'il y a un salarié mandaté ou pas. Mm, Et, puisque s'il n'y a pas de salarié mandaté, il y a les élections à organiser. mm. Peut-être que l'un des participants a mené voilà, cette expérience et pourra donner des éléments de réponse. Oui, je veux bien, parce que là, on part du principe qu'on a déjà un CSE. J'ai pas Mm. besoin de salarié mandaté si j'ai un CSE. Je suis obligé d'avoir un salarié mandaté? Alors Non. non, mais les élus, à défaut d'élus souhaitant négocier, Alors, ils j'ai un peuvent... élu qui souhaite négocier. On va prendre le cas de Voilà. figure. Oui. J'ai mon CSE, j'ai bien quelqu'un qui veut négocier. Mhm. Quel délai imaginer, du coup, si j'ai bien quelqu'un qui souhaite négocier parmi mes élus du CSE? Pour la négociation? Oui. Alors ça va dépendre de la taille d'entreprise, mais on va dire Oui. que sur l'association entre 11 et 50 salariés, si vous avez un élu qui est prêt à négocier, si vous avez, dans ce cas-là, vous organisez un suffrage. Mm. Il faut recueillir la majorité des suffrages du CSE. Et ensuite, sinon, s'il y a un salarié mandaté, il me semble que il est d'abord approuvé par le salarié mandaté Mhm. et ensuite approuvé par les salariés, mais qu'à la majorité À la simple. majorité Après, simple, hein. après, au niveau des délais, je ne sais pas si ça change quelque chose, très sincèrement. Euh, Ça ne doit pas jouer de beaucoup, je pense. Attendez, donc, on va reprendre le cas qui me paraîtrait le plus commun. J'ai un CSE. J'ai un élu du personnel titulaire, parce que généralement, vu la taille de nos structures dans l'économie sociale, on a un seul titulaire, un seul suppléant. Mm. Donc, j'ai mon titulaire qui veut bien négocier, parce Mhm. qu'il veut éviter les licenciements, comme son employeur, comme le dirigeant associatif. Donc, j'ai mon titulaire qui veut bien négocier. L'employeur lui présente un projet d'accord qui est un peu un calque de ce que nous avons négocié au niveau interbranche. Le délégué titulaire signe l'accord. On n'est pas obligé de refaire valider par les salariés. Non. Non, si les membres du CSE représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Donc à ce moment-là, vous êtes bien sur un accord signé, négocié, voilà, avec des représentants majoritaires. En tout cas, Monsieur Julien, je vous remercie pour l'information Mm. sur le fait que le futur accord OSS risque de se cantonner qu'au tourisme social et familial, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Et comme j'ai une question dans le chat sur savoir si une association OSS doit attendre la négociation de la branche avant de commencer, si elle fait en tout cas pas partie du tourisme social et familial, oui, je l'invite à faire un accord d'entreprise immédiatement. Euh, et de toute façon, un accord d'entreprise peut être mené tout de suite tant que l'accord de branche étendu n'est pas sorti. Et pour précision, quand vous avez un accord de branche, c'est au choix de l'entreprise ou de la structure. C'est-à-dire que quand il y a un accord de branche, elle peut soit faire un DU, enfin un document unilatéral, donc avec juste un avis du CSE, soit une négociation par un accord d'entreprise. C'est l'option qui peut s'ouvrir quand il y a un accord de branche. Quand il n'y a pas d'accord de branche, on est obligatoirement sur un accord d'entreprise. Mais quand il y a un accord de branche étendu, on peut être soit sur un DU, soit sur un accord. Après, c'est le degré de négociation qui n'est pas le même.
Je ne sais pas si on a répondu à l'ensemble des questions du chat, parce qu'il y en a eu beaucoup, Mm. Alors ou Virginie, alors vous si vous avez avez d'autres questions. répondu. Ouais. Bon, s'il reste des questions écrites dans Moi, le je- chat, on pourra également y répondre par écrit j'avais, et renvoyer la réponse à tous les participants. moi, j'avais une question, pardon, j'ai levé la main depuis un petit moment. Allez-y. Donc, Sabine Cano, animatrice régionale au CAPIAT, LOPCO, couvrant les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et les pêches. Je vois qu'on est concerné dans les accords à venir, visiblement, notamment pour l'entreprise de travaux agricoles spécifiquement. Oui. Ma question porte sur le diagnostic. Doit-il être élaboré par un consultant extérieur et si oui, quelles compétences doit-il détenir? Parce que Il n'y a quand vous pas dites de... Pardon. Vous n'aviez pas fini, pardon. non, non, mais est-ce qu'il faut un organisme externe? Est-ce qu'il y a un formalisme particulier ou ça peut se faire complètement en interne? Ça peut se faire complètement en interne la rédaction. Il n'y a aucune exigence formulée, hormis sur le contenu. Mais sur le formalisme et sur le qui Alors, tient la plume, il y a pas donc d'exigence. ça, c'est vrai que les entreprises un peu structurées peuvent éventuellement le mettre en forme en autonomie. Pour autant, les TPE, je pense pas qu'elles aient forcément la capacité d'eux. On a Est-ce des que vous avez modèles. imaginé un PCRH pouvant élaborer ce genre de diagnostic? Alors, juste, il y a un modèle d'accord, en fait, de Ah, rédaction d'accord ou DU qui existe, qui est dans les liens, qui est, je crois, enfin, donné ah, dans c'est dans pas le l'accord, guide. hein. Moi, c'est avant, c'est le diagnostic. Alors, pour le diagnostic, la PCRH, il faudrait voir effectivement si c'est financé. Après, c'est plus en termes de délai, puisque les entreprises, elles ont jusqu'au 26 février pour se Oui. positionner. Donc, après, c'est plutôt le timing du financement de la PCRH de la rédaction qui doit être déposée, enfin, de l'accord ou du document qui doit être déposé avant le 26 février sur la plateforme du SI Apart. Oui, mais enfin, pour moi, l'étape diagnostique, elle est ultra importante et Oui. l'accord en découle. Mais est-ce que vous avez un modèle de diagnostic? Alors, j'ai vu les Un items modèle de sur lesquels vous diagnostic. attendez des éléments, néanmoins, Un modèle de diagnostic, à ma connaissance, il n'y en a pas. d'accord. Euh, et je pense que ça doit être un peu compliqué d'en élaborer un, hormis de donner les grandes lignes directrices sur les difficultés en cours et les perspectives et les plans de formation, parce que chaque entreprise et chaque secteur sont tellement différents que je pense qu'on n'arriverait pas à avoir un modèle qui réponde à l'ensemble des situations, en fait. Bien sûr. Oui. Merci. Est-ce qu'il reste des questions des participants? On est un peu dépassé sur l'horaire prévu. Vous avez toujours la possibilité de nous faire une question par écrit, hein, Oui. bon, on ne manquera pas d'y répondre. Donc, dans tous les cas, on vous transmettra le support de la présentation. Vous avez les contacts de Virginie, Jean-Michel et moi-même donc sur le support. Et voilà, nous pourrons répondre dans un second temps à vos questions s'il en restait. Je vous Merci. remercie à tous pour votre participation. Merci Virginie, merci